Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, effectue une visite officielle de 3 jours à Paris à l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron. Et un atelier sur la présentation de la stratégie nationale de l'inclusion financière 2021-2026 a été lancé, c'était hier, au Sheraton Hotel. Et l'Union européenne cherche le second souffle vaccinal face au Covid-19. C'était les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Eh bien, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, effectue une visite officielle de 3 jours à Paris à l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron. Accueilli à sa descente d'avion, le président de la République a été accueilli par la secrétaire d'État à l'économie du gouvernement français, Olivia Grégoire, et de l'ambassadeur de Djibouti en France, M. Ayed Moussaad Yahya. Le moment phare de cette visite officielle qui s'inscrit dans le cadre des relations continues entre la République de Djibouti et la France sera donc demain, vendredi, où les deux présidents auront un tête-à-tête et des entretiens en privé. Un peloton donc de la garde républicaine française a été présenté donc les honneurs en l'honneur de l'arrivée du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et aussi, lors de cette visite officielle, le président Guelleh a été reçu au pavillon d'honneur par la ministre française, vous le voyez à l'image, à l'économie, avec à ses côtés l'ambassadeur de Djibouti en France et l'ambassadeur de France, donc l'ambassadeur de Djibouti en France et l'ambassadeur de France à Djibouti. Une forte délégation comprenant notamment l'ancien Premier ministre de l'État, Mohamed Ileta, qui est le président du groupe d'amitié Djibouti-France, du président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, le représentant de la Chambre de commerce de Djibouti, Abdallah Ibrahim, M. Hussein Kamaj, M. Burhan Gadjile, M. Delouas, du directeur de l'électricité de Djibouti, Jamal Ali Guelleh, ont accompagné le chef de l'État lors de cette visite officielle de 3 jours en France. Les Djiboutiens vivant dans le pays et la diaspora djiboutienne en France étaient également présents lors de l'arrivée du chef de l'État et ont accueilli donc le numéro 1 djiboutien.
Au cours de cette visite, le président Guelleh va s'entretenir avec le ministre français des Affaires étrangères. Outre donc sa rencontre demain avec le chef de l'État français, Emmanuel Macron, il va également donc s'entretenir avec la ministre de la Défense de France et présidera une réunion sur les questions économiques, une rencontre entre la partie djiboutienne, composée d'un certain nombre d'hommes d'affaires, et la partie française au MEDEF par le patronat français. Le président de la République sera également reçu par le président du MEDEF international, Roux de Bézieux. Il aura également donc un entretien avec la secrétaire générale de la francophonie pour continuer la discussion suite à la dernière visite de celle-ci au mois de décembre dernier à Djibouti. Ceci donc réaffirme le rôle de Djibouti en tant que pays phare de la francophonie dans cette région et un ancrage de la francophonie dans la région de l'Afrique de l'Est. Et vous le voyez à l'image, donc le président de la République a été reçu au pavillon d'honneur de l'aéroport de France à Charles de Gaulle. Donc il a été reçu donc par la ministre de l'économie, de la secrétaire générale de l'économie, donc la ministre française donc de l'économie, entourée également de deux ambassadeurs ainsi que du chef de la diplomatie djiboutienne. En outre, lors de l'agenda du chef de l'État, il y aura un certain nombre d'accords qui seront signés, des accords relatifs aux sécuritaires qui existent entre la République de Djibouti et la France, des accords se rapportant aux investissements, une déclaration sur la protection et la promotion des investissements, un accord sur la feuille de route de la coopération entre la République de Djibouti et la France, des nouveaux accords qui viennent s'ajouter et renforcer la coopération économique entre nos deux pays, un accord relatif à l'enseignement supérieur et la recherche. Le secteur privé djiboutien, qui est représenté donc par la société Camage, signera aussi avec Accor, le plus grand groupe hôtelier français, un accord de partenariat d'à peu près d'une vingtaine de millions d'euros. Cette visite de très haut niveau est un signe de l'excellence des relations entre les deux pays amis, la République de Djibouti et la France. Autre nouvelle, le camp Cheikh Ousmane a abrité ce jeudi une importante réunion de travail et de concertation sur la sécurité, co-présidée par le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, et le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Cher. Cette réunion a vu la participation des chefs d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la Défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale, ainsi que des officiers supérieurs de l'état-major. Cette réunion de travail et de concertation avait pour but de discuter des voies et moyens de renforcer la sécurité du pays et de la sous-région tout en échangeant les informations. Ces dernières années, la région de la Corne d'Afrique est en proie à une forte instabilité. Et bien dans ce contexte difficile, Djibouti fait figure d'exception et de havre de paix dans cette région tourmentée. Ainsi, il est primordial de coordonner nos forces pour faire face et surmonter les défis sécuritaires de la région.
Je vous le disais en titre, le Sheraton Hotel a abrité hier un atelier sur la présentation de la stratégie nationale de l'inclusion financière 2021-2026. L'inclusion financière, un ensemble de dispositifs pour lutter contre l'exclusion bancaire. En effet, il s'agit de la possibilité pour les Djiboutiens d'assurer un accès équitable aux produits et services financiers formels. Transactions, paiements, épargne financière, financement et assurance à hauteur de leurs moyens afin de favoriser une inclusion économique et sociale. Ainsi, inclure financièrement toute la population est la condition sine qua non pour la réduction de la pauvreté et de promotion de la prospérité de tous. Il est donc important de souligner que la mission de cette stratégie nationale n'est pas seulement financière. L'objectif clé est de représenter et de responsabiliser les gens, d'améliorer l'accès équitable des populations vulnérables à des services financiers innovants et durables qui peuvent contribuer à changer leur niveau de vie. Par ailleurs, cette stratégie, qui est un élément fondamental du second plan de développement de la vision 2035, repose sur 3 piliers stratégiques que sont l'inclusion, la connectivité et l'institution. Organisé par la Banque centrale et le ministère des Finances en partenariat avec le système des Nations Unies, en l'occurrence le PNUD, cet atelier a réuni les principaux acteurs, financiers, les principaux acteurs des institutions concernées et donc experts de l'inclusion financière ainsi que des experts internationaux. Eh bien, une fois la présentation terminée, les différents acteurs présents ont pu échanger sur le rôle catalyseur que peut être l'inclusion financière. Celle-ci va impliquer toutes les couches sociales. Eh bien, prenons la parole. La représentante du PNUD à Djibouti a indiqué que par le biais de cette stratégie, le PNUD est ravi d'aider la Banque centrale et le ministère des Finances et de l'économie du secteur privé et les banques commerciales à mettre en place un processus permettant aux particuliers et aux entreprises d'accéder à des produits et services financiers appropriés, abordables et opportuns. Ces produits et services comprennent, a-t-elle dit, les produits bancaires, les prêts, les capitaux propres et les assurances. Pour élaborer le projet de stratégie que vous avez sous les yeux aujourd'hui, nous avons entrepris une démarche consultative avec les parties prenantes nationales, du gouvernement et de la société civile afin de garantir que les voix des clients finaux des services financiers soient entendues. Grâce à la Chambre de commerce, nous avons mené, a-t-elle dit, plus de 11 discussions du groupe impliquant le secteur privé, les start-up, les petites et moyennes entreprises et les femmes du secteur informel, tant dans la capitale que dans les régions. La stratégie capture également les politiques, a-t-elle dit, et les projets clés soutenus par les partenaires du développement tels que la Banque mondiale et l'AFD, l'Agence française du développement. L'événement d'aujourd'hui est une autre fenêtre, a-t-elle dit, pour valider et enrichir la stratégie avant qu'elle ne soit finalisée. Le gouverneur de la Banque centrale a quant à lui mis en exergue que l'inclusion financière constitue un catalyseur de la croissance économique et un puissant vecteur de développement en ce qu'elle facilite la participation des couches sociales les moins nanties à la création de richesses dans nos pays. Nous l'écoutons. L'inclusion financière dont il sera question ce matin est aujourd'hui au cœur de préoccupations des pouvoirs publics partout dans le monde et en particulier dans les pays en développement comme Djibouti. Cet atelier, qui réunit aujourd'hui un auditoire assez large, diversifié et représentatif des pans entiers de notre économie, démontrant l'intérêt suscité par la question de l'élargissement de l'inclusion financière de la population djiboutienne au niveau des pouvoirs publics, du secteur privé, des partenaires au développement et de la société civile. Comme vous le savez, l'accès et l'utilisation des services bancaires et financiers contribuent à la réduction de la pauvreté des ménages et à la croissance inclusive des entreprises non financières, notamment les petites et moyennes entreprises. L'accès aux services financiers est aussi un droit pour chaque citoyen, comme il est reconnu dans 7 des objectifs de développement durable, comme vient de l'énoncer Mme Fatima du PNUD. Il s'agit essentiellement de la lutte contre la pauvreté, de la santé, de l'éducation, de l'inclusion financière, etc. Les autorités nationales ont entrepris depuis 2009 des réformes majeures pour élargir
l'inclusion financière de la population active suite à l'adoption du circulaire du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, du 14 février 2009, qui a été complété en avril de la même année par l'instruction de la Banque centrale visant la promotion de la bancarisation. Le nombre de comptes bancaires ouverts auprès de la clientèle des établissements de crédit est passé de 37 000 à 172 000 en environ 10 ans, soit à peu près un accroissement exponentiel de 360%. À cela, il convient d'ajouter les 35 000 membres des institutions financières de microfinance, dont les 3/4 sont constitués de femmes. Mesdames et messieurs, fort du constat sur l'importance de l'inclusion financière, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, dont je tiens à saluer l'engagement et l'implication, surtout de la représentante résidente, Mme Fatima El-Sheikh, la Banque centrale de Djibouti et le ministère de l'économie et des finances ont lancé en octobre 2019 les travaux pour l'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion financière sur la base d'un processus largement inclusif avec la consultation des parties prenantes concernées. Et enfin, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a dans son allocution affirmé que la stratégie nationale de l'inclusion financière sera un véritable levier du développement économique et social en vue de mieux intégrer les exclus des systèmes financiers classiques. Voici ses propos. L'analyse du système financier djiboutien révèle que des actions restent à être menées en vue de faire correspondre l'offre de produits et services financiers aux besoins de nos concitoyens. En effet, la majorité des Djiboutiens restent toujours exclus des services financiers, avec moins de 30% de la population adulte, qui possède un compte bancaire et un taux de pénétration de la microfinance de l'ordre de 4%, soit environ 70% d'exclusion bancaire à Djibouti. Ces faibles niveaux, malgré une augmentation, une croissance formidable durant cette dernière décennie, constituent une contrainte majeure pour la participation d'une grande partie de la population à l'activité économique et restreint l'accès des petites et moyennes entreprises aux crédits nécessaires à leur développement. Les obstacles à l'inclusion financière découle de plusieurs facteurs, notamment le faible niveau d'épargne, l'insuffisance d'infrastructures financières adéquates et l'accessibilité prix des services financiers. Les avantages de l'inclusion financière et d'une croissance inclusive, c'est-à-dire les fruits sont partagés, sont clairement établis. L'accès aux services financiers ouvre des portes aux familles en leur permettant de lisser leur consommation et d'investir dans leur avenir grâce à l'éducation et à la santé. L'accès au crédit permet aux entreprises de se développer en créant des emplois et en réduisant les inégalités. C'est pourquoi notre vision, ou plutôt notre action, pendant les 5 prochaines années, sera l'accès permanent et l'utilisation effective par notre population d'une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés à leurs besoins et à coûts abordables. L'inclusion financière permettra à toutes les souches de la population et à tous les opérateurs économiques, quelle que soit leur taille ou leur capacité d'investissement, de disposer d'un accès équitable et régulier aux sources de financement bancaire ou non bancaire. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu dans l'après-midi d'hier son homologue kényan, Charles Keter. Les deux responsables politiques ont parrainé donc aujourd'hui au Kempinski Palace la signature d'un accord de contrat entre l'Office djiboutien pour le développement de l'énergie géothermique, ODEG, et la Kenya Electricity Company. Les échanges ont porté donc sur le renforcement de la coopération énergétique entre les deux pays. Saluons donc par ailleurs l'excellence des relations d'amitié et de coopération dans tous les domaines entre Nairobi et Djibouti. Younis Ali Guedi et son hôte ont réaffirmé à cette occasion leur engagement sans faille
à raffermir davantage cette dynamique d'entente. Je cite, « Nous savons qu'il y a longtemps que le Kenya s'est affirmé comme le leader africain de la géothermie et en attribuant ce contrat de forage à une société kenyane, Djibouti entend s'assurer d'une précieuse expertise. » C'est ce qu'a indiqué à cette occasion le ministre de l'Énergie djiboutien. Pour rappel, la coopération énergétique djibouto-kenyane a été jetée le 8 mai 2018 lors de la visite de travail du président Ismaël Omar Guelleh au Kenya, où furent signés une série d'accords entre les deux pays, notamment le renforcement de compétences. Par la suite, les membres de la délégation ont eu donc l'occasion de visiter les différents sites portuaires SGTD et GMP, et ainsi que Djibouti International Free Trade Zone, où ils ont été accueillis par les différents responsables. La visite de la délégation kenyane à Djibouti s'inscrit dans le cadre de renforcement des liens d'amitié existants entre les deux pays frères djibouto-kenyanes. Dans l'actualité également, l'Académie de police Idriss Farah Abane a ouvert ses portes aujourd'hui à plus d'une centaine d'écoliers issus de l'école privée La Farandole. Cette visite pédagogique à l'Académie a pour objectif de faire connaître le métier de policier, mais aussi de découvrir l'importance du travail de ces hommes et de ces femmes qui veillent jour et nuit au maintien de l'ordre de la sécurité dans notre pays. Une centaine d'élèves de l'école privée La Farandole ont participé donc ce jeudi à une visite guidée au sein de l'académie de police Idriss Farah Abane, destinée à faire connaître donc le métier de policier. Les petits visiteurs donc étaient accompagnés de leurs enseignants, de parents, mais aussi du directeur de l'école Saïd Abdellah Miguel et de ses proches collaborateurs. Accueillis à leur arrivée par le directeur de l'académie, le lieutenant-colonel Almeda Miguel, et les moniteurs de l'académie, la journée a débuté par l'intonation de l'hymne national. Une projection donc sur les missions et les prérogatives de la police nationale a par la suite été présentée aux enfants de l'école privée La Farandole.
reste de l'actualité, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab, a réceptionné un important lot de matériel, des équipements médicaux et des médicaments en présence du docteur représentant par intérim de l'Organisation mondiale de l'OMS. Eh bien, la donation onusienne est composée d'appareils de diagnostic PCR avec des réactifs et des matériels de protection contre la Covid. Ces équipements de protection efficaces sont destinés aux soignants, aux laboratoires et aux infirmiers en première ligne dans la riposte contre la Covid-19. De plus, l'OMS a également remis un lot de kits d'urgence constitués des tests de médicaments pour le paludisme et les maladies diarrhéiques. Le secrétaire général de la Santé, Salah Benoît Tourab, a salué la contribution de l'OMS dans l'accompagnement et l'appui aux efforts du ministère de la Santé. J'ai le plaisir d'accueillir le Dr Mander, qui est le représentant de l'OMS, le nouveau représentant, et qui nous honore aussi de nous remettre des produits de lutte contre la Covid qui sont composés de des réactifs, des machines à PCR, de matériel de protection de tout type. Et nous remercions en cela, au nom du ministère de la Santé, de la population de Djibouti, l'OMS, qui nous assiste depuis le début contre la lutte contre la pandémie. Et je peux même dire que grâce à cette assistance que nous avons pu maintenir à un niveau faible la pandémie Covid-19 à Djibouti. Nous réceptionnons également d'autres produits de lutte contre le paludisme en même temps. Et ça fait partie aussi de la mission de l'OMS, de lutte contre les autres épidémies. Et nous sommes en période actuellement d'épidémie de palu. Et ces matériels de protection, comme les moustiquaires et de diagnostic et de traitement, nous serviront également de lutter contre le paludisme qui est un fléau aussi dans notre pays. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières. Visée par un feu nourri de critiques, la présidente de la Commission européenne a reconnu hier devant les parlementaires des défaillances qui ont retardé la campagne de vaccination contre la Covid-19 en Europe, avec les retards de livraison et les passes d'armes avec les laboratoires. La présidente de la Commission européenne a déclaré que 26 millions de doses de vaccins avaient désormais été réparties entre les 27 pays de l'Union européenne et que 70% des adultes européens devraient avoir été vaccinés d'ici la fin de l'été. Elle a aussi jugé que l'Union européenne ne pouvait pas se permettre de précipiter ses procédures de validation de vaccins, quitte à ce que cela lui fasse perdre 3 ou 4 semaines sur d'autres pays. L'Union européenne va mettre en place un nouveau réseau d'essais cliniques afin de fournir plus rapidement des données aux autorités de régulation ainsi qu'un groupe de travail chargé d'accélérer la production de vaccins, a annoncé ce qu'a donc annoncé la présidente de la Commission. L'Union européenne cherche le second souffle vaccinal face au Covid-19. C'est le premier déplacement sur le terrain de Thierry Breton dans son costume de responsable du nouveau groupe de travail sur la production de vaccins contre le Covid-19. Le commissaire européen en charge du marché intérieur s'est rendu sur le site belge d'un des principaux fournisseurs du géant pharmaceutique AstraZeneca. Le Français veut rencontrer tous les acteurs pour écouter les besoins et les nécessités de la chaîne de production. Mais il a souligné l'ampleur de la tâche pour l'Union européenne. Pour le responsable français, l'Union européenne peut atteindre ses objectifs, mais à la condition que le monde scientifique, que les acteurs publics et que les entreprises travaillent main dans la main. Ce sera donc la clé du succès pour un produit développé en 10 mois contre plusieurs années en temps normal. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.